Merci déjà aux organisateurs de nous avoir invités aujourd'hui à discuter de ce thème très intéressant de l'éthique en archéologie. Et c'est pour nous le résultat d'une rencontre en fait entre l'archéo-anthropologue que je suis et un juriste, Paul Antel-Adel. Parce que moi, on me demandait donc sur un terrain au couvent des Jacobins de Rennes, dont on a discuté ce matin, on me demandait d'échantillonner les sépultures sur le terrain et puis après en post-fouille. Et je ne trouvais pas de réponse à cette question. Et comme je suis quelqu'un d'un peu passionné et que c'est un peu compliqué d'avoir un libre arbitre, comme disait Spinoza à cause de nos passions, mais que j'ai un peu de rigueur scientifique, donc j'ai essayé de chercher des arguments. Et comme je n'avais pas les compétences juridiques, Paul Antel va nous aider dans ce droit, parce qu'il est spécialisé lui en droit de la santé et en droit social. Donc en fait, notre échange a apporté plus de questions que de réponses. Et aujourd'hui, on va vous présenter donc, les restes humains en archéologie entre objets de science et sujets de droit. Alors, je ne reviens pas sur la réglementation actuelle de 2004 où justement les vestiges humains ne font pas partie du mobilier archéologique qui seraient des objets que transformés par l'homme, mais plus de la documentation scientifique avec les pollens, les graines, les menhirs s'ils ne sont pas retouchés, et la faune, et puis donc les squelettes. Évidemment, on peut penser que ce cadre juridique protégeait avant tout les ossements humains d'éventuels versements auprès des aménageurs, en les sortant ainsi du droit de la propriété, contrairement au reste du mobilier archéologique qui était à l'époque soumis. Et ça empêchait ainsi la mise sur le marché de squelettes. Et on peut d'ailleurs rappeler qu'il est interdit, comme on l'a dit ce matin, de vendre, d'acheter tout reste humain. Le corps humain est par principe inviolable, inaliénable, et même cela au-delà de la mort. L'interdiction ne porte que sur les transactions lucratives, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles de générer des bénéfices. Mais lorsque l'intérêt général est en jeu, notamment en matière médicale, cette protection n'exclut pas l'utilisation de cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques. Alors, depuis une quarantaine d'années, la multiplication des fouilles archéologiques, et notamment celle des grands ensembles funéraires, a entraîné un accroissement considérable des vestiges osseux dans les dépôts de fouilles. Et c'est sûr que ça demande beaucoup de place. Seulement, l'archéologie remplit une mission de service public, au terme de la loi, et à des fins aussi scientifiques et pédagogiques. Une telle mission est justifiée par l'intérêt général, comme l'avait reconnu le Conseil constitutionnel lors de son examen du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive. Et c'est précisément cette conciliation entre l'intérêt général et le respect dû au corps humain qui permettrait de conserver l'intégrité des collections anthropologiques. Donc c'est sûr, c'est un objectif ambitieux qui semble entrer en contradiction avec les contraintes gestionnaires des opérateurs de services archéologiques. Et nous sommes tentés de réduire, nous, les coûts de la fouille et les coûts de la conservation par une pratique de l'échantillonnage. Or, tel qu'envisagé dans la discipline archéologique, l'échantillonnage serait la constitution d'une collection à partir d'un ensemble défini a priori. Mais sans la connaissance de l'intégralité de la collection de départ, comme c'est souvent le cas en archéologie, pour moi, cette notion ne peut pas être évoquée. On a souvent des fouilles partielles et on nous demande de prendre qu'une seule petite partie, un échantillon d'un échantillon. Et donc, pour réaliser un échantillonnage valable statistiquement, il faut au préalable 3 conditions. D'une part, une homogénéité de la série dans une série finie. D'autre part, une répartition aléatoire des individus, ce qu'on appelle une randomisation. Et ensuite, une notion de reproductibilité pour être statistiquement significative et représentative de la population de départ. Alors, cette notion est plus difficile à faire avec les vivants, quand on a une population très variée. Elle se fait dans le cadre d'enquêtes de sondage, parce que justement on connaît très bien l'identité des gens, les catégories socio-professionnelles, les tranches d'âge, les niveaux de diplôme. Mais quand on a, nous, une documentation archéologique où on a juste des probabilités d'appartenance à tel ou tel groupe, c'est beaucoup plus difficile. Précisons en plus par ailleurs que les populations anthropologiques étudiées en archéologie ne reflètent jamais les mondes des vivants. En fait, de nombreux biais affectent automatiquement nos séries. En gros, on pourrait dire que notre monde des vivants est régi par 3 facteurs.
Notre culture, on ne sera pas pareil si on n'est pas en Papouasie, à Shanghai ou en Bretagne. La démographie, le nombre d'enfants, d'adultes dans la série, et puis l'environnement, mais je pense que c'est même aussi une case de départ, l'environnement. Ensuite, ce monde des vivants ne sera pas le même que la population qui va décéder, puisqu'il peut y avoir des phénomènes de migration, d'exode. Donc on va encore perdre un peu de cette population. On va encore perdre cette population avec les rituels funéraires qui vont être différents. On en a parlé ce matin. Et puis, tout ce qui va arriver sur la taphonomie, la fouille partielle, l'érosion, vont faire que notre population archéologique va encore se restreindre. Alors, c'est quelque chose qui est bien connu par les archéoanthropologues, qui a été décrit dans les années 90 déjà par Claude Massey et Pascal Sellier, qui est là. Et nous, quand on est sur le terrain, on essaye justement d'essayer de retrouver ces différents biais dans nos études. Au final, et malgré tous ces biais, on considère quand même que les effectifs archéologiques reflètent quelque chose des populations vivantes, comme si ces squelettes, c'était une sorte de miroir déformé d'un monde des vivants révolu. Il est par définition impossible de revenir sur un terrain archéologique, notamment préventif, où les vestiges non fouillés vont être détruits pendant les aménagements des travaux. Et si les données ne sont pas archivées aujourd'hui, elles ne pourront pas l'être plus tard. Par essence, les mobiliers extraits de ces sites constituent donc, pour nous, les seules collections de référence sur lesquelles il est possible de travailler. Si l'idée de ne conserver qu'un des seuls éléments représentatifs, entre guillemets, de cette collection, quels critères faut-il envisager ? On peut l'envisager pour des séries standardisées, comme les céramiques, pourquoi pas, ou les monnaies, mais sur les restes humains, c'est beaucoup plus difficile. Représentatif à quel niveau ? De la morphologie, des pathologies, des liens de parenté, des pratiques funéraires. Donc si le mobilier archéologique peut, lui, être classé ou typé, les données biologiques ne peuvent pas l'être, et chaque squelette est différent, et c'est de cette variabilité que va découler toute notre étude. Et donc personnellement, moi, je n'ai pas réussi à trouver de critères de sélection. Donc je pense qu'il est important de pouvoir revenir sur les collections. Déjà parce que ces collections sont déjà les ultimes vestiges qui vont être archivés. Parallèlement, en plus à l'impossibilité de définir des critères objectifs de sélection, il faut rappeler que les collections ostéologiques sont régulièrement réétudiées. De nombreux étudiants sollicitent tous les ans les archéoanthropologues pour leur fournir une population dans le cadre de leur mémoire universitaire. Mais au-delà du caractère formateur de ces collections, c'est bien la possibilité de réexaminer sous un œil nouveau, avec d'autres problématiques, d'autres méthodes, qui prévaut. Ce sont ainsi les études dans les dépôts de fouilles de nombreuses séries, je pense à l'ostéothèque de Pessac près de Bordeaux, qui ont permis d'affiner des recherches et des perspectives et des résultats. On peut voir toutes les thèses actuelles qui se font en anthropobiologie, en paléopathologie, où on met des méthodologies différentes. Et enfin, si les études anthropologiques sont rarement exhaustives et achevées à la remise du rapport de fouille, souvent faute de moyens, de temps ou de compétences, la conservation intégrale des collections permet aussi de revenir sur l'objet, ne serait-ce qu'à des fins de publication ou pour des besoins de vérification de reproductibilité des résultats. On peut avoir besoin de revenir sur une collection en cas d'avis contradictoire, de remise en question de l'étude ou de méthode de résultat. Et puis, certaines revues, on en a parlé ce matin, demandent même de connaître, au-delà de la charte éthique, elles demandent de savoir où est le lieu de dépôt de collection et sa disponibilité à des fins de reproductibilité. Donc, c'est un exemple dans Nature ici. Aujourd'hui, et depuis plus de 10 ans, les réglementations ministérielles strictes nous imposent des inventaires précis de mise au jour des collections. Donc, tout est lavé, tout est conditionné, répertorié, étiqueté. Et les squelettes sont même maintenant quasiment tous géoréférencés. Ces inventaires, qui sont très chronophages dans un premier temps, facilitent le retour rapide sur les collections. Il serait dommage, pour ne pas dire contradictoire, de se séparer ensuite, dans un second temps, de ces collections récentes, parfaitement bien archivées et pour lesquelles des compléments d'études peuvent être facilement mis en œuvre. Mais ces ambitions méthodologiques pour qu'elles se concrétisent, il faut qu'elles se fassent au nom de l'intérêt général de l'archéologie. Et cette protection doit encore être précisée. Si les dépôts de fouilles et de musées constituent de véritables bibliothèques de données, si on considère qu'une collection peut être réinhumée, cela veut dire que son étude aussi aura été parfaite, qu'elle aura été exhaustive et qu'on ne peut rien y ajouter. Ça veut dire aussi que cette étude ne pourra jamais être contredite, par exemple avec de nouvelles méthodes ou de nouvelles problématiques. Et c'est une question
je pense qu'il ne peut pas être scientifique. Il ne faut pas perdre de vue que ces restes humains aussi font partie de notre histoire, c'est notre patrimoine archéologique. On s'interroge sur le respect des sépultures tout en considérant la nécessité de reconstruire notre histoire. Et comme chaque squelette a une histoire différente, chacun d'entre nous raconte cette histoire. Et ce sont la somme de ces histoires qui font pour nous les récits anthropologiques. Peut-on empêcher aujourd'hui l'étude et la possibilité de réexaminer des squelettes au nom de l'éthique, alors même que les avancées en anthropologie biologique permettent non seulement de reconstituer l'histoire humaine, mais aussi de réfuter des théories raciales ou créationnistes? Donc pour moi, je pense que les restes humains sont avant tout un objet, une source de savoir. Les sépultures, ce sont des structures intentionnelles où les vivants mettent en scène les défunts à partir de leurs croyances et de leurs coutumes. L'étude de ces restes constitue d'abord une opportunité indéniable qui permet de restituer les gestes funéraires et peut-être d'approcher les rites qui les ont prévalus. L'évolution des pratiques funéraires dans le temps et parmi les cultures montre un panel très varié des réponses de notre espèce face à la mort. Cette variabilité est importante entre groupes différents, même si au sein de chaque communauté, on voit qu'il y a des normes qui existent et des sujets qui s'en écartent toujours. La perception et la caractérisation de ces groupes permet d'approcher la question des inégalités de traitement funéraire. Et au-delà de l'étude du monde des morts et de son évolution, l'archéoanthropologie permet aussi d'étudier les vivants à partir de leurs restes. Les analyses anthropologiques, phénotypiques, ostéoscopiques, isotopiques, génomiques, maintenant on en fait plein, ça permet de restituer une sorte de carte d'identité archéologique de chaque squelette, avec un sexe, un âge au décès, une morphologie, son ADN, maintenant même son microbiome. Le développement concomitant de toutes ces disciplines avec la démocratisation des outils informatiques, avec les bases de données, les SIG, les photos numériques, la géomatique, ça permet de croiser toutes ces approches et de traiter un grand nombre de données par des analyses statistiques. Le but des études anthropologiques, au-delà d'une simple caractérisation physique et des individus, c'est de comprendre les pratiques culturelles qui régissent les sociétés passées, caractériser la norme et de voir qui s'en écarte et pourquoi. L'anthropologie permet alors des explications causales, elle propose des scénarios et décrit des évolutions humaines. La squelettisation des cadavres s'accompagne bien souvent d'une anonymisation des restes. Au-delà du caractère purement sanitaire d'ensevelir les morts pour éviter une diffusion des maladies, c'est une réponse aussi collective à la disparition d'un être humain. La tombe, le monument, va laisser une trace, mais petit à petit, la mémoire va s'effacer. Les concessions, aujourd'hui à perpétuité, elles ne concernent que quelques années, 1 à 2 générations, et petit à petit, les défunts tombent dans l'oubli, et après le corps, ça va être la mémoire qui va s'éteindre. Les rites funéraires, elles, sont là, à l'échelle institutionnelle, pour aider les vivants à surmonter cette séparation. Donc la découverte de corps identifiés est très rare en archéologie. Elle repose sur des faisceaux d'indices, comme ici, alors il y a une photo qui passe pas, mais, donc qui peuvent être des inscriptions qu'on trouve sur les cercueils ou à côté. Mais ce sont des propositions d'identification qui ne sont pas définitives et qui ne sont pas absolues et qui ne sont pas vérifiées par preuve ADN. Les objectifs des études des sociétés anciennes ne sont pas la restitution de corps à des familles endeuillées. Aucun financement n'est utilisé dans cette perspective et la proposition d'identification doit donc prévaloir, à mon sens. Et c'est bien logique, les moyens alloués à la fouille n'ont pas vocation à rendre des ancêtres oubliés à des familles pour lesquelles les liens se sont perdus au cours du temps. La découverte des corps présumés de Louise de Quingot et de Louis Brulon-Duplessis lors des fouilles dernièrement à Rennes, peut-être que vous les reconnaîtrez, ont conduit pourtant à leur réinhumation. Alors pourquoi? Cela pourrait sembler contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment. Eh bien en fait, devant l'absence de possibilité de conservation des corps à moyen et à court terme, puisque nous avions affaire à des cadavres qui étaient en voie de putréfaction et non à des momies ou à des squelettes qui étaient parfaitement bien conservés, nous avons diligenté un choix de faire une autopsie invasive avec de nombreux prélèvements. Et tout ça, ça a été réalisé en partenariat avec une équipe médico-légale à Toulouse. Et donc, la réinhumation ici de Louise de Quingot, c'était loin d'une considération éthique, en fait. C'était plutôt la dimension matérielle et sanitaire qui avait prévalu, puisque à l'issue de
de l'autopsie, il fallait bien faire quelque chose du corps et on ne pouvait pas le conserver dans des conditions satisfaisantes. D'autres choix auraient pu être pris comme la conservation des corps dans des chambres froides. On peut penser comme ça à la momie néolithique d'Otzi qui est conservée au musée archéologique de Bozen-Bolzano. Mais est-ce que c'est plus éthique de réinhumer ? De quelle volonté doit-on tenir compte ? De celle du défunt, ici qui a été réinhumé avec une cérémonie en français dans un cimetière à 300 km de là où elle l'avait souhaité dans son testament ? De celle d'une famille d'adoption ? De celle des archéologues qui jugeraient ou non de la pertinence ? Le caractère juridique ambigu de ces restes a conduit à la création d'un groupe, on en a parlé ce matin, à la sous-direction de l'archéologie et du ministère de la Culture. Mais cette question, elle intéresse aussi beaucoup les archéo-anthropologues que nous sommes, et je pense en particulier à Yann Ardana à Marseille, qui avait monté une enquête sur les réinhumations de séries archéologiques dès 2013. Ces débats, ces colloques, montrent que ce seul intérêt dépasse juste la place disponible dans les dépôts de fouilles. Alors pourquoi, par exemple, ne pourrions-nous pas garantir une durée minimale de vie de ces collections ? Et je pense à au moins 2 générations pour qu'au moins elles nous survivent avec d'autres méthodes. Merci Rosen. Je voudrais donc passer à... Alors, juste pour rebondir un peu sur la présentation que Rosen a faite de moi tout à l'heure, tempérer un peu son enthousiasme. Alors, je ne suis pas spécialiste de droit de l'archéologie comme certains intervenants le sont voilà, depuis ce matin. Je suis juriste enseignant-chercheur, plutôt intéressé par les questions médicales, de sciences et techniques et de droit social. Et je voudrais, par rapport à ce qui a été vu jusqu'alors, apporter un complément de regard de disciplines juridiques qui sont un peu à côté de l'archéologie, enfin du droit de l'archéologie. Et je pense que dans la comparaison, il peut y avoir des choses intéressantes à évoquer. Et donc, dans ce qui a été dit jusqu'alors, et par rapport à ce que Rosen a évoqué, et elle est venue me voir aussi pour évoquer ces questions, j'ai vu des résonances très fortes avec des domaines juridiques que je connais, donc le droit de la santé, mais aussi le droit social, et plus généralement le droit civil, ça a été évoqué un peu ce matin. Et je voudrais évoquer la question de la personne humaine qui a agité un petit peu les débats de ce matin. Si j'arrive à... Voilà. Et il me semble... Alors, il y a peut-être une précision notionnelle à faire par rapport au droit, et ce droit de la personne humaine. Qu'est-ce qu'un juriste entend exactement derrière la notion de personne ? Et personne d'une part, et personne humaine d'autre part. Je vois 2 fonctions. La première, c'est qu'on utilise au sens classique la personne en droit pour réaliser un certain nombre d'opérations juridiques. Par exemple, conclure un contrat, il faut bien pouvoir identifier 2 entités qu'on va appeler personnes. Parfois, ce sera des personnes physiques, parfois des personnes morales. Et dans ce sens-là, la personne, eh bien, elle prend un sens de sujet de droit. On appelle ça un sujet de droit de façon un peu technique. Mais c'est pour faire ces opérations juridiques-là. La notion de personne humaine, elle est assez différente, parce qu'elle est plus récente aussi historiquement, mais elle a un objectif juridique assez distinct. Et il me semble, alors là j'ai choisi trois images pour essayer d'en rendre compte, c'est pas évident parce que c'est des représentations. Enfin tout ça, le droit est une construction d'abord mentale. Là il me semble qu'il y a 3 figures, selon moi c'est une interprétation et on aurait d'autres représentations possibles. 3 figures juridiques. Il me semble qu'elles sont juridiques, de façon différente, toutes les 3, de ce qu'on peut envisager comme étant la personne humaine en droit. Donc vous avez le code de la route, le fait que de considérer qu'une personne est une personne, donc éviter de la renverser évidemment sur la route. L'UNICEF, donc une organisation internationale qui a un objectif de protection de l'humain, et donc tout ça est bien juridique. Et puis l'homme de Vitruve, sur une dimension, on va dire, de sciences et techniques qui ne me semble pas du tout étrangère au droit, et il me semble que l'archéologie est pleine de ces normes scientifiques qui aussi sont en rapport et se confondent parfois avec des normes juridiques. Alors la notion de personne humaine,
Dans l'histoire française, il y a une affaire assez connue qu'on appelle l'affaire du lancer de nains. C'est une affaire qui a, on va dire, agité le Conseil d'État dans les années 90, la commune de Morsan-sur-Orge dans les années 90, enfin 1995 dans mon souvenir. Et le Conseil d'État, à cette occasion, a utilisé ce principe de dignité de la personne humaine pour autoriser une autorité municipale à interdire des pratiques privées dans le cadre d'une discothèque. Il s'agissait de jeux un peu immoraux, peut-être anti-éthiques, d'institutions, on va dire, de discothèque. Suite à un arrêté municipal qui l'interdisait, eh bien, la question s'est posée de savoir si le maire était habilité à cela. Et le Conseil d'État a dit qu'au nom de cette protection de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine, l'autorité administrative était habilitée, dans ce cas-là, à prendre cette décision d'interdiction. Ce qu'il faut ajouter, qui est d'importance, c'est que cette décision d'interdiction, elle allait à l'encontre même des personnes qu'on veut protéger, c'est-à-dire là dans l'hypothèse du nain qui est l'objet de l'opération, qui lui revendiquait en tant que travailleur, en fait, puisque c'était le cas, revendiquait finalement la possibilité de continuer à avoir cette activité-là. Et donc la notion de personne humaine, à travers ce standard de protection de la dignité de la personne humaine, sert en droit à énoncer des règles de protection des personnes, mais parfois, et même assez souvent, contre la volonté même des personnes, pour qu'elles ne soient pas prises individuellement dans un conflit éventuellement économique ou éthique. Ce que je voudrais ajouter par rapport à cette notion juridique de la personne humaine, c'est que, en fait, dans la période contemporaine, on voit une porosité de la définition de personne humaine sur toute une suite de champs, de frontières. D'abord, le droit gère, on va dire, de manière assez particulière la folie et reconnaît des situations dans lesquelles un individu, une personne humaine, ne le sera plus tout à fait dès lors qu'elle aura été à un instant, on va dire, dépourvue de discernement, pour des raisons diverses, on va dire, que les juges reconnaissent. La frontière avec l'animal, aujourd'hui aussi, est poreuse. On pose la question en droit de savoir s'il faut appliquer le droit des personnes humaines aux grands singes ou à des environnements, à la biodiversité, etc. Et puis la frontière est poreuse aussi sur le champ des matières inorganiques. Et on peut se poser la question de savoir si une intelligence artificielle ne deviendrait pas à un certain moment un équivalent de personne humaine qu'il faudrait peut-être protéger. On ne sait pas, en tout cas. Et la frontière qui nous intéresse ici, c'est une frontière organique. C'est-à-dire, à partir de quel moment, après la mort, il n'y a plus de personne humaine. Et ça, le droit ne répond pas de façon radicale. Ça a été déjà très très bien évoqué ce matin, parce qu'il n'y a simplement pas de critères temporels dont on dispose, et ni de critères matériels pour savoir à partir de quel moment, même si, alors tout à l'heure on a évoqué la question des 3 grammes de corps, mais c'est une réponse, on va dire, peut-être de la médecine légale dans une procédure très particulière. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps d'évoquer la question avec M. Charlier, mais en tout cas, ça mérite discussion, et à l'heure actuelle, le droit positif ne reconnaît pas de critères de disparition de la personne humaine. On ne sait pas trop à quel moment tout cela se passe. On sait juste qu'après la mort, on a plutôt affaire à une chose d'un type particulier, à un corps humain qu'on traite de manière un peu ambivalente parfois, d'où la figure de dépit de ce squelette. Parmi les questionnements que Rosen a évoqués, il y a le questionnement de l'identité. Peut-être, vu que je vois que je déborde de trop, je vais conclure là-dessus. Alors l'identité,
la question est de savoir si un cadavre identifié pose une difficulté juridique différente d'un cadavre qui ne le serait pas. Il me semble... Bon, l'état du droit actuel ne fait pas une véritable différence en matière archéologique, même si on a tendance à solliciter d'éventuels descendants et savoir si éventuellement ils ne seraient pas générateurs de contentieux. En tout cas, on voit qu'il y a une inquiétude assez importante de ce point de vue-là. La technique de l'identité en droit me semble assez spécifique et je ne suis pas certain qu'il faille la mobiliser sans prudence. Qu'est-ce que c'est que l'identité par rapport à la notion de personne humaine et par rapport au sujet de droit que j'ai évoqué tout à l'heure? Eh bien, l'identité, c'est une technique qui permet de replacer un individu au sein d'une population un peu plus large à travers des techniques parfois très matérielles, des registres, des identifications, des identifiants. Et là, vous avez, alors je suis mon propre cobaye, puisque j'ai donné quatre exemples des éléments juridiques de mon identité, et qui sont en fait quatre faces. Est-ce que c'est mon identité véritable? Non. C'est 4 versions de l'identité au sens juridique du terme. Et à chaque fois, je me retrouve dans des registres différents, avec des numéros d'identifiants différents, et avec des usages juridiques et normatifs différents. Ce qui fait le lien entre tous ces usages, là ces 4 exemples par exemple, c'est que la technique de l'identité en droit, elle a un objectif qui est un objectif toujours de contrôle d'une opération juridique qu'on veut réaliser. Alors, selon les cas, par exemple, l'identité de sécurité sociale permettra aux organismes de sécurité sociale de savoir exactement qui consomme des soins parmi les assurés sociaux et éventuellement permettra d'attribuer aux bonnes personnes des prestations sociales. Et là, on peut dupliquer les exemples sur chaque type d'identité. La SNCF a besoin ou a envie de contrôler ses voyageurs et donc elle invente des modalités qui permettent cela à travers ces techniques juridiques de l'identité. Et mon idée, enfin en tout cas ce que j'ai voulu exprimer à Rosen, c'est que c'est la spécificité de cette technique ne peut, à mon avis, ne peut pas, sans biais cognitif important, être transposée dans l'hypothèse de la perception morale des descendants sur le devenir de leur ascendant, parce que en fait, ce sont des techniques juridiques simplement qui n'ont plus d'objet dans le cas présent. Si l'on prend l'exemple de l'identité de Louise de Quingo, il y avait bien une technique juridique de son vivant qui faisait qu'elle avait une identité, mais cette identité a-t-elle encore un intérêt juridique pour nous, ici, maintenant? Pas vraiment, je pense. En revanche, elle garde un intérêt essentiel sur le plan scientifique. Et donc, il me semble qu'à côté de l'identité juridique, il y a des identités que d'autres disciplines, d'autres sources de savoir vont mobiliser. Et donc, je pense, et même à titre personnel, je pense que mon identité n'est pas celle tout à fait la même que celle qui est exprimée à travers ma carte d'identité. Voilà. Bon. Je vous remercie, parce que je crois qu'on ne peut pas aller au-delà du temps. Dans les discussions, peut-être, on ira un peu plus loin. Merci.